Rebonjour, je vous propose qu'on parle des tumeurs digestives. On va parler tout d'abord des tumeurs non colorectales avec David Malka et on finira par le côlon avec le docteur Valérie Bouage. David. Merci Karim, bonsoir à tout le monde. Alors pas une année de révolution, plutôt une année de confirmation. On va évacuer avant que j'oublie le pancréas où il n'y a pratiquement rien eu et le foie où il n'y a rien eu de transcendant. Donc on va se concentrer sur l'œsogastrique avec l'actualisation de la CheckMate 649. Je vous rappelle, c'est des adénocarcinomes, estomac, cardia-œsophage. Et on a testé Xelox Folfox plus Nivo versus chimio seul. Le bras double immunothérapie avait été arrêté prématurément. On savait déjà que c'était positif chez les sujets PDL1+, et l'actualisation des résultats concernait les résultats dans toutes les cohortes en fonction du CPS, cette fois-ci. Et on s'aperçoit effectivement que plus le CPS est intensément positif et plus ça marche bien en survie globale, en survie sans progression. Avec, vous le noterez, pour les populations négatives au seuil 1 et 5, des hazard ratios qui sont proches de la barre verticale 1, et donc qui pourraient faire discuter l'intérêt de l'ajout de l'immunothérapie dans cette population. Toutefois, le bénéfice en taux de réponse est observé à tous les seuils, y compris dans les populations négatives. Ce qui a fait dire aux auteurs et aux discutants que si l'on pouvait quantifier la magnitude du bénéfice avec les seuils PDL1 et ici CPS, ça ne devait pas être forcément un marqueur de sélection. Alors après la 649, la 648, elle est aussi actualisée. Là, on est dans l'œsophage épidermoïde et on a 3 bras. Donc on a bien le bras double immunothérapie ici, puis le bras chimio-immuno et le bras chimio seul. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que la survie sans progression dans le bras niveau chimio est statistiquement supérieure chez les PDL1 supérieurs à 1%. C'est le Kaplan-Meier en haut à gauche sur l'écran. En revanche, le seuil de significativité n'est pas atteint dans la population globale de tous les patients randomisés. On a un P à 0,03 et quelques. Et du fait du co-critère de jugement PFS et OS, eh bien, on n'atteint pas le seuil, comme malheureusement souvent dans ces cas-là. Quand on voit le bras double immunothérapie, on voit l'aspect classique avec la courbe de double immunothérapie qui est en dessous de la courbe chimiothérapie initialement, pour ensuite la recroiser et lui devenir supérieure. Mais la significativité n'est pas non plus atteinte. Alors, quand on voit la survie globale, vous vous apercevez que le bras niveau chimio et le bras niveau IPI font jeu égal et sont nettement supérieurs à la chimiothérapie, avec ce halo que je vous ai figuré en pointillé montrant l'effet long tail des immunothérapies, donc avec un bénéfice qui se creuse avec le temps et une sorte de plateau relatif. On est dans l'œsogastrique. Et ça se voit pour les PDL1 supérieurs à 1% ou pour tous les patients randomisés. Là, tous les seuils de significativité sont atteints. Le taux de réponse et la durée de réponse, vous voyez les durées de réponse importantes et un effet encore plus marqué en termes d'effet longue queue dans le bras de double immunothérapie. Ce qui a fait dire aux auteurs et aux discutants que clairement le bras double immunothérapie pourrait être un autre standard à côté du bras niveau chimio dans les œsophages PDL1+, et pourrait permettre d'avoir un traitement sans chimiothérapie chez ces patients avec des longues survies. On passe à la CheckMate. Avant qu'on y passe, ouais. Peut-être, est-ce que tu peux nous dire si en France, c'est déjà un standard? Et sinon, est-ce qu'on espère une disponibilité dans un délai relativement court? Eh bien, on l'espère, mais on est peu confiant. D'accord. Voilà. Ce qui pourrait arriver plus rapidement, espérons-le, c'est ça. C'est la CheckMate 577, actualisation en adjuvant dans l'œsophage et le cardia, adénoca ou épidermoïde, des résultats publiés tout récemment dans New England. Donc on est en situation adjuvante, les gens ont reçu une radiochimiothérapie, une chirurgie, et sur la pièce opératoire, il y a un résidu, T, N ou les deux. On n'était pas en réponse complète. Et donc nivolumab versus placebo.
On sait que l'étude est très positive. Là, on a les analyses de sous-groupes de la survie sans maladie. Et c'est à peu près positif dans tous les sous-groupes, avec quand même peut-être 2 réserves. Les tumeurs du cardia, on est dans des adénocards, donc peut-être que ça répond moins bien que les hypodermoïdes. Et dans les PDL1 CPS inférieurs à 5. En revanche, ça marche quelle que soit la dose de radiothérapie reçue, ce qui est une bonne nouvelle parce que les schémas étaient hétérogènes et on voudrait que ça puisse s'appliquer à nos standards régionaux. La survie sans métastase est meilleure dans le bras nivolumab, ce qui est une bonne nouvelle parce que c'est purement lié à l'immunothérapie, contrairement à la radiochimiothérapie qui pouvait être responsable du contrôle local. Donc là, on a un critère de jugement assez pur. Et voilà, donc ça, on attend que ça puisse devenir un standard. Je vous rappelle que la survie sans maladie a été doublée dans le bras nivolumab. Et donc, on attend avec impatience que ce soit un nouveau standard. Alors, je vous ai dit qu'il n'y avait rien à part l'œsogastrique. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une étude dans les voies biliaires. Alors, on se contente de peu dans les voies biliaires, compte tenu du statut orphelin de ces tumeurs. Ici, c'est un essai de phase 2 randomisé, sud-coréen, qui a comparé, dans une région avec une assez forte prévalence, une assez forte incidence de cancer biliaire, en bras contrôle 5FU leucovorine, avec les 5FU2 on va dire, et dans le bras expérimental, la même chose, plus de l'irinotecan nanoliposomal, dont je vous rappelle qu'il a montré son bénéfice en 2e ligne dans les cancers du pancréas. L'AMM a été obtenu dans beaucoup de pays, il n'est pas disponible en France, n'est pas remboursé. Là, on est aussi en 2e ligne, on est après le standard de première ligne, cisplatine, gemcitabine. Le critère de jugement était la survie sans progression, qui est nettement positif, avec un hazard ratio à 0,56. Et en survie globale, on est également positif. En taux de réponse, vous le voyez tout en bas, on est à peu près à 15% versus 5,8% dans le bras 5FU élevé. Et là aussi, c'est quasi significatif. Quand on compare au standard actuel, qui est depuis la publication il y a à peu près un mois par Angela Lamarca de l'essai anglais ABC06, je vous rappelle, c'était FOLFOX versus meilleurs soins de confort. On s'aperçoit qu'on a la même proportion de cholangiocarcinome intrahépatique, mais on a une survie sans progression nettement supérieure et une survie globale également supérieure. Le taux de réponse l'est aussi. En fait, le FOLFOX ressemble dans ses chiffres à ce qui est obtenu par le bras 5FU de cet essai sud-coréen. Et donc, ça légitime ce que pensaient certains observateurs en disant que le FOLFOX avait gagné contre les soins de support, mais en étant un gagnant modeste et qu'il n'aurait peut-être pas gagné contre un bras 5FU. Là, pour le coup, ça établit ce schéma Naliri 5FU comme un nouveau standard de 2e ligne, peut-être préférable au FOLFOX, mais on n'a pas d'essai head-to-head. Est-ce extrapolable aux populations occidentales? Les tumeurs peuvent différer. La pharmacocinétique de l'irinotecan nanoliposomal aussi. On se rappelle qu'il y avait eu pas mal de résultats négatifs avec l'irinotecan. Et enfin, comment séquencer les traitements, puisque beaucoup de ces cholangiocarcinomes, notamment intrahépatiques, ont des altérations moléculaires ciblables avec des AMM en 2e ligne. J'en ai fini. Merci David. Pour les cancers colorectaux, Valérie, dis-nous un petit peu si les nouvelles sont bonnes. Alors, en adjuvant, il n'y avait aucune étude vraiment scoop. Donc, je ne vais parler que du métastatique. Donc, pour commencer, une actualisation de l'étude Keynote 177, qui donc était une étude dédiée au cancer colorectal métastatique MSI ou DMMR, qui, je vous rappelle, représente à peu près 5% des cancers colorectaux métastatiques et qui sont probablement de moins bons pronostics à l'inverse des MSI au stade précoce. Et cette étude comparait la chimiothérapie, une bichimio avec thérapie ciblée au choix de l'investigateur, au pamrevlizumab monothérapie, et ce jusqu'à progression, avec, vous voyez, un crossover possible pour les patients résistants à la chimiothérapie. Il y avait un double objectif principal, la survie sans progression qui a été présentée l'année dernière et publiée dans le New England il y a quelques mois. Et donc, c'était les données actualisées de survie globale. Donc ça, c'est simplement pour dire que dans le cadre de l'étude, il y a 36% des patients qui sont passés au Pembro avec le crossover, auxquels s'ajoutent 37 patients qui ont reçu hors essai
à un anti-PD1 ou un anti-PDL1, soit à un crossover réel de 60%, ce qui est pas énorme. Et vous voyez que dans les deux bras, les survies globales dépassent largement 30 mois. Elle est en faveur du bras pembrolizumab, sans atteindre le seuil de significativité du fait du double objectif de survie sans progression et de survie globale. Mais vous voyez un bénéfice du pembrolizumab qui ne se discute pas. Alors après, il y a des analyses de sous-groupes, sachant qu'il y a à peu près un patient sur 5 qui progresse d'emblée sous immunothérapie et qui a des travaux à faire pour essayer de les identifier. Et donc au total, le pembro est incontournablement le standard en première ligne métastatique des côlons MSI, avec un meilleur taux de réponse, une meilleure survie sans progression, une moindre toxicité, un bénéfice de qualité de vie, même si la survie globale n'était pas significativement supérieure à cause du crossover. Donc ne pas oublier d'avoir le statut MSI avant de débuter un traitement pour un cancer colorectal métastatique. Du coup, où en est-on de l'AMM, de la prise en charge financière? Il y a une AMM, mais on attend le remboursement. Ça a été franchement long, mais pour l'instant, on n'a pas encore le remboursement. Et tu as une idée? Bon. Ok. Ça devrait venir bientôt. Pour les collègues en général, en France, vous arrivez à traiter d'une façon ou d'une autre ces patients dans des essais, donnant accès à un inhibiteur de PD-1 ou de PD-L1? Alors, il y a des essais encore avec des doubles immunos, parce que c'est peut-être, enfin, c'est encore c'est anti-PD, anti-CTLA4. Sinon, si vous avez un hôpital généreux qui accepte de vous le fournir, ou la demande au laboratoire qui est assez réactif sur ce genre de choses. Ok, merci bien. Alors, on passe au BRAF muté, autre sous-groupe moléculaire de particulièrement mauvais pronostic, ce qui représente à peu près 8% des cancers colorectaux métastatiques. Et donc, la trichimiothérapie, compte tenu du mauvais pronostic, fait partie des standards actuels. Par contre, il y a une controverse dans la littérature au sujet de la meilleure thérapie ciblée à associer. Et donc, ça, c'est la première étude prospective dédiée à cette population BRAF mutée, qui est une étude de phase 2 randomisée qui compare trichimio avec Cetux ou Beva, randomisation 2:1 en faveur du Bracetux, suivi d'un traitement de maintenance. Et donc, vous voyez que le critère principal de cet essai, c'était le taux de réponse objectif. Donc, l'hypothèse de supériorité du bracétuximab n'est largement pas atteinte, comme vous pouvez le voir, puisque le taux de réponse n'est pas significativement différent entre les deux bras, mais il est numériquement inférieur avec la trichimio plus cetuximab, particulièrement chez les patients de plus de 65 ans, mais c'est un schéma toxique, il y avait un peu moins de patients, il y avait un peu moins de cycles administrés dans ce bras-là. Donc pas de bénéfice en survie en taux de réponse. Et vous voyez qu'en survie sans progression, c'est même l'inverse. Il y a une différence significative en faveur de l'emploi du bevacizumab en association FOLFOXIRI. Donc le pari n'est pas tenu. À l'heure actuelle, la trichimio fait partie des standards, ou une bichimio du moment qu'il y a de l'oxaliplatine avec du bevacizumab. Et vous savez que pour ces malades en deuxième ligne, le standard, c'est l'encorafenib associé au cetuximab. Donc, en attendant des données en première ligne, on suggère donc cette trichimio ou une bichimio à base d'oxaliplatine avec du bevacizumab et non du cetuximab. Alors, il y a eu deux études de maintenance. Cette étude de phase 2 randomisée Panama, qui est donc le standard actuel en maintenance, c'est continuer une fluoropyrimidine après réponse ou stabilité, avec ou sans bevacizumab. Les deux sont acceptables, mais il y a peu de données après chimiothérapie à base d'anti-EGFR, et en particulier peu de données sur l'emploi de l'anti-EGFR seul ou associé au 5FU en maintenance après une chimiothérapie
à base d'anti-EGFR. L'objectif principal, c'était la survie sans progression à partir de la randomisation, sachant que tous les patients recevaient d'abord 6 cycles de Folfox-Pani et qui n'étaient randomisés qu'en cas de réponse ou de stabilité, avec reprise du même schéma Folfox-Pani à progression. Alors vous voyez que l'objectif de supériorité du bras panitumumab est atteinte, puisque il est clairement mis en évidence, il est significatif en termes de survie sans progression. Par contre, ces bons résultats sont contrebalancés par le fait que le taux de réintroduction de la chimiothérapie initiale à progression et le taux de réponse à cette réintroduction est assez mauvais dans le bras où il existait du panitumumab. Donc, pour l'instant, on reste sur un schéma à base de fluoropyrimidine. L'emploi du panitumumab, s'il est fait, mais non démontré pour l'instant par des études de phase 3, ces données incitent à ne pas poursuivre l'anti-EGFR lors de la réintroduction de la chimiothérapie d'induction. La deuxième étude de maintenance, c'était l'étude britannique Focus 4, donc une étude de maintenance séduisante sur son concept puisque basée sur des altérations moléculaires. Alors, tous les patients recevaient une chimiothérapie d'induction, quelle qu'elle soit, avec ou sans anti-EGFR, mais sans Avastin, puisque les Britanniques n'utilisent pas l'Avastin, ne remboursent pas l'Avastin dans les cancers colorectaux métastatiques. Et on comprend qu'ils ont eu du mal à faire cette étude, si bien qu'ils présentent la partie non stratifiée sur les anomalies moléculaires, qui donc comparait après 16 semaines de chimio d'induction, pause complète versus capacitabine. Avec une hypothèse de supériorité de la capacitabine. Bon, alors c'est vraiment un résultat qui est assez attendu, puisque ça a déjà été montré, qu'une maintenance par capacitabine fait mieux qu'une pause en termes de survie sans progression. Mais il y a une méta-analyse récente dans le JAMA Oncologie sur plus de 5000 malades qui montre que la maintenance par fluoropyrimidine est acceptable, efficace, avec ou sans bevacizumab, mais que ce traitement de maintenance n'est pas efficace n'augmente pas la survie globale. Donc à mon sens, on peut encore faire des pauses thérapeutiques chez certains patients. Le problème, c'est d'identifier les sous-groupes chez qui on peut se permettre de faire cette pause et chez qui, au contraire, il faut faire un traitement d'entretien. Mais on n'a pas de données clairement prouvées à ce niveau-là. Dernière étude, une étude de preuve de concept intéressante, c'était une étude de rechallenge avec les anti-EGFR guidée par biopsie liquide, avec une phase 2 donc monobras, avec comme objectif un taux de réponse objective après réintroduction du panitumumab chez des patients qui avaient reçu en première ligne une chimio avec anti-EGFR, qui avaient répondu à cette chimio puis progressé, qui avaient reçu au moins une ligne sans anti-EGFR ultérieure. Et à ce moment-là, au moment de la progression sous toutes les lignes reçues, on faisait un prélèvement d'ADN circulant à la recherche de mutations, vous voyez, RAS, BRAF, EGFR, qui confèrent une résistance aux anti-EGFR. De ce fait, ces patients n'étaient pas traités par panitumumab. Et donc, vous voyez que sur les 52 patients screenés dans cette étude, 31% avaient des mutations acquises au sein de RAS, BRAF et de GFR et donc n'ont pas été traités. Et sur les 69% sans anomalie RAS, BRAF, EGFR, 27 ont été inclus et traités par panitumumab. Et vous voyez que même si c'est une petite étude, c'est intéressant de voir que le taux de réponse après réintroduction de l'anti-EGFR seul pouvait donner 30% de réponse objective, ce qui est un peu mieux que les études de rechallenge qui se sont basées uniquement sur des critères cliniques, avec un contrôle tumoral et des taux de réponse qu'on n'a pas du tout avec les deux molécules en AMM après échec des multiples lignes de chimio qui sont interveineuses, qui sont le regorafenib et le TAS-102, le Lonsurf. Donc cette étude est intéressante parce qu'elle montre que de faire une analyse de l'ADN circulant au moment de la progression,
Ça aide à sélectionner les patients qui peuvent bénéficier de ce traitement. Ils ont fait une petite analyse rétrospective sur des blocs obtenus à l'inclusion qui vous montrent que parmi les patients progressifs d'emblée, il y a aussi RBB2 amplifié qui est probablement une anomalie prédictive de la résistance aux anti-EGFR. Et vous avez, ça c'était à partir de blocs tumoraux, et à droite vous avez les résultats de la biopsie liquide à progression dans cet essai, qui vous montre l'apparition non seulement de mutations au sein de la voie MAP kinase, mais aussi des inactivations de PTEN et des amplifications de MET qui sont possiblement des anomalies associées à la résistance au traitement anti-EGFR. Donc, le take-home-message de l'ASCO cette année, c'est vraiment de disposer des portraits moléculaires au moins RAS, BRAF, MSI et bientôt probablement HER2, avant de traiter vos patients. Merci beaucoup Valérie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas. Levez la main, Christine vous donnera généreusement le micro. On ne mord pas encore. Mais la chaleur n'incite pas à l'éveil des esprits. Bon, eh bien, on se retrouve, encore merci à tous les deux, et on se retrouve dans quelques minutes pour les cancers ORL. À tout de suite.